Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation. On va réfléchir encore ensemble sur l'actualité de la semaine, comme vous avez pris l'habitude de nous suivre sur des sujets importants. On va poser un mot sur l'actualité de la semaine et aussi poser un mot, comme nous l'avions promis, sur l'agriculture, le secteur de l'agriculture, qui est peut-être l'apport de l'agriculture, parce qu'avec l'agriculture en République démocratique du Congo, on peut résoudre ce problème de faim. Est-ce possible? On en saura un peu plus dans cette émission. La volonté de progresser doit correspondre à la volonté de travailler. C'est pas de moi, c'est de Sékou Touré, ancien président guinéen. Donc il faut travailler encore, il faut travailler toujours, il ne faut pas se lasser de travailler. Le travail doit être la meilleure distraction, il faudrait prendre du goût et du plaisir à travailler. Il faudrait aimer ce qui est difficile parce que le facile n'a pas de profit. Fidèles téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue. Conseil de sécurité des Nations Unies, le président congolais et rwandais ont parlé. Beaucoup ont salué le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont moi, d'ailleurs. Le président rwandais aussi a parlé. C'est des pics, hein, entre les deux présidents. On va réfléchir ici, froidement. On a parlé, et après. Parce que maintenant que nous faisons cette émission, c'était, je crois, 2 jours passés où nos compatriotes de mouvement citoyen m'ont envoyé les images où ils étaient devant le palais du peuple pour nous dire 100 jours de l'occupation de Bunagana. Ça fait mal parce qu'une partie du pays est occupée. Donc, parler de la situation de l'Est. On ne pourra pas poser un mot sur le dossier Didier Tshimanga qui a été mis sous map, conduit à la prison centrale de Makala. Est-ce que le cas Didier Tshimanga est la partie visible de l'iceberg, ou c'est l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que s'il y a du sérieux, malgré la démission, Didier Tshimanga se retrouve au Niouf aujourd'hui, on peut dire que c'est réellement fini la récréation? On va réfléchir sur ce plateau et on fait l'agriculture avec des millions de terres arables en République démocratique du Congo. Comment peut-on mourir de faim? Comment peut-on manquer à manger, à boire? Comment réfléchir pour que notre sol produise à manger pour les Congolais? Les Congolais sont comme ces riches qui meurent de faim, sont comme ces gens qui sont près de fleuves, de lacs poissonneux, mais qui meurent de faim. Comment essayer de résoudre cette question? On réfléchit sur ce plateau. Premier invité sur ce plateau, Albert Molekanzoko, aumônier de prison, leader politique, leader d'opinion. Bonjour, bienvenue. Bonjour Peter. Consommant africain, Albert Moleka, beaucoup apprécie. Consommant africain, c'est... J'aimerais connaître votre couturier. C'est beau, c'est un ami de Gambie. Ok. Qui me fait l'honneur chaque fois. C'est Banjul. Banjul, oui. Qui me fait le plaisir de m'offrir cet attirail de temps en temps.
faut pas être égoïste, Albert Mouleka. Je vous connais altruiste. Vous avez un sens d'altruisme élevé. Bon. Mais tu me rends moins visite qu'avant. Je suis éloquente de son altruisme. Deuxième invité, Norbert Yambayapa. Vous disiez tantôt que vous êtes une preuve éloquente de l'altruisme, Albert Mouleka. Oui, tout à fait, parce que j'ai toujours apprécié cette tenue. Je suis africain. Et je me dis, mais pourquoi pas me donner les secrets? Il m'a donné, mais il a commencé par lui-même devenir comme son ami Gabien, quoi. Aujourd'hui, si vous me voyez habillé en africain, c'est lui. Ah, c'est... Ok, donc on comprend, on aime. Fidèle téléspectateur, détailleur, Zico Création, Chéri et Sam, je me sentirais mieux en étant habillé en congolais. Habillez-moi. Venez m'habiller, j'ai fait votre communication, publicité gratuitement. Vous n'allez rien payer. J'avais dit à la télévision. Monsieur Soukou, c'est vrai qu'il faut, nous avons un défi sérieux d'être congolais, d'être africain. Et il faut inventer un style. On en a marre avec toutes ces vestes, etc. On nous prend pour des petits évolués blancs. Voilà. C'est pas sérieux. Donc, il faut à un moment donné que les Congolais, en Afrique de l'Ouest, ils ont réussi, ne serait-ce qu'à présenter quelque chose. Mais nous aussi, nous devons faire un effort. Nous avons nos stylistes, nos couturiers. Mais cette veste vient de l'Angleterre. C'est la Londoloise, clin de elle, qui a regardé, qui a dit que j'apprécie beaucoup ton émission. Et elle m'envoie la veste. Bon voilà, le Congolais, vous regardez, heureusement que les Congolais qui sont à l'étranger s'occupent de nous. Je ne dis pas que c'est mauvais qu'on mette des vestes, mais je me sentirais encore plus mieux si je m'habillais en africain, en congolais. J'aimais beaucoup Kadhafi, la manière dont il s'habillait, dans les grandes cérémonies, on sent qu'il vendait la culture de son pays. Nous, on organise un grand festival où on va faire le concours des tailleurs, des stylistes congolais avec une invention congolaise. Voilà. Ah, très bien. Ouais. C'est aussi ça le sens de cette émission. Et ça sera au mois d'octobre. Je vais m'inviter moi-même, sans que je sois invité. Professeur Kalele Kabila, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à tout le monde. Professeur, vous êtes au courant qu'il y a les professeurs de RIPRO, si j'ai bien prononcé, réseau de... RAPICO, je crois, réseau des associations. RAPICO. Réseau des associations de professeurs et universités du Congo qui rejoignent la Pékin, maintenant ils sont en grève, hein, qui disent que le bon syndicat n'a pas été respecté. Oui, je suis au courant. Je suis au courant et je suis content parce que ces messieurs-là avaient cru qu'en se désolidarisant, qu'en courtisant le gouvernement, ils allaient avoir gain de cause. Ah, ils s'étaient désolidarisés de vous? Ils s'étaient désolidarisés de l'APUKIN, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Ils ont cru faire cavalier seul. Ils se sont fait opposer à l'APUKIN pour que finalement ils constatent qu'ils ont été pris comme des dindons de la farce. Il n'y a pas que eux à Kinshasa, il y a également les autres universités qui ont emboîté le pas. L'université de Kisangani, l'université de Lubumbashi. Grave sèche. Oui, mais c'est un débat commun. Comment on peut se contenter du salaire maigre de 1 000 $, de 2 000 $? On dit qu'un huissier à la présidence a un salaire plus élevé qu'un professeur d'université. Le dernier, quelques 6 millions. Un huissier à la présidence peut engager un professeur émérite. Professeur fin carrière. Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi ce mépris pour le corps enseignant? De manière générale, parce que ce n'est pas qu'à l'université. Vous commencez à l'école primaire, secondaire et tout ça. Et ça, c'est depuis longtemps. Du temps de Mobutu, on a même dit que l'enseignement était la 5e roue de la voiture. Quand vous tuez l'enseignement, vous tuez
le pays. Tout à fait. C'est ça à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Détruire un pays, c'est pas lui faire la guerre, mais c'est seulement détruire le système éducatif. Et détruire le système éducatif, c'est toute une chaîne. C'est le système, c'est l'enseignant, c'est la catastrophe. Si vous y ajoutez la destruction du système médical, parce que les médecins étaient dans la rue, ils ont été bastonnés. Hein. Voilà. Nous avons les images ici. J'ai fait une émission spéciale mercredi parce que les médecins m'ont appelé, ils étaient ici tout pleins. Ils sont venus ici, d'autres blessés, ils sont venus me voir pour me dire que... On les a vus, on les a vus. Vous allez voir les images qui vont être illustrées. Ça vous donne l'image de comment on prend l'enseignement et comment on prend le secteur médical. Inversion de valeur. Heureusement pour vous, professeur Sekimono, vous êtes chercheur, vous êtes aux États-Unis, vous faites bien là-bas, donc vous n'avez pas besoin d'aller en grève ici. Hein. Non, j'ai pas besoin. Je suis avec les tricheurs. je taquine toujours mes grands frères pour dire, oui, on peut parler le style congolais, mais on va encore faire la Bacosse. Hein. On a vu Mobutu, tout le monde était en Bacosse, mais ils allaient acheter en Belgique. Ça veut dire le style, jusque-là, je dis, moi, je dis, le Congolais, on doit plutôt faire la priorité de ce qui nous coûte le plus, la technologie. Le reste, moi, je m'en fous, je suis en jean, je suis en veste, en cravate, je suis habillé comme un petit, comme on appelle, évolué, mais ça, ce n'est pas ce qui me coûte le plus. Si on peut seulement se focaliser à ce qui nous coûte le plus, produire ou être dans ce service de qualité, hein, de la vente des idées, le reste, on s'en fout. De deux, je dis même, quand on parle de bastonner les infirmiers, les médecins, le salaire de professeur, je dis, le problème, c'est que tout le monde veut tirer le rideau de son côté. On parle, tout ça c'est un symptôme, on ne s'adresse pas à la maladie. La part du gâteau est tellement petite, au lieu d'accroître la part du gâteau, qu'est-ce qu'on fait? On veut se battre pour le petit, hein? Chacun veut prendre la part du lion. Dire la part du lion, c'est un peu grandir la part de la... Chacun veut prendre une grande partie du petit truc. Pendant que c'est petit, il faut agrandir le gâteau. Là, c'est ça qu'on doit se focaliser. On doit se dire, on n'a pas assez pour donner à tout le monde. On n'a pas. Donc, il faut se focaliser à agrandir la part du gâteau. Comment? Je vais répéter, on doit tricher. La grande blague, je dis, on veut moderniser. On va tricher. On veut moderniser l'économie, on modernise le marché central. On va moderniser le marché central, on le rend moderne. Ce n'est pas moderniser l'économie. Encore, je te répète aux Congolais, on se focalise au facile, on parle des symptômes, mais pas à la maladie. Il y a un sérieux travail qui va être fait avec vous pour la communication. Je vais commencer à chercher à rendre plus potable ce que vous dites. Il ne faut pas oublier que vous êtes anglophone et qu'il y a certains termes que vous utilisez du point de vue anglophone, comme quelqu'un m'a appelé des États-Unis, pour me faire cette remarque. Il dit, tu es francophone, Peter, tu peux deux fois aussi essayer d'expliciter ce que dit le prof. Allez, on a tout suivi, le président... Vous voulez poser un mot? Oui, on est en train d'échanger. Oui, moi je voudrais vraiment dire que lorsqu'on entre dans un processus où on revient tout le temps sur la répartition du revenu de la République, c'est une préoccupation certes, mais c'est aussi être en mesure de comprendre, comme disait tout à l'heure Joe, combien nous avons en réalité. Quelle est notre capacité de production des richesses? Si nous connaissons au moins notre capacité de richesse, à ce moment-là, on peut assurer la répartition. Certainement qu'on ne va pas encourager que les institutions bouffent tout, mais pour l'instant, que les médecins, les professeurs soient de la même manière que les professeurs ont besoin... ici à la présidence à 5-6 millions de francs. Excusez. De la même manière que les professeurs ont besoin d'un bon salaire, de la même manière que le huissier aussi a besoin de vivre. Le problème se pose au niveau de la tension salariale. Comment stabiliser cette tension salariale pour permettre à tout un chacun d'aller beaucoup payer, comme la Corée par exemple.
le huissier va dans le même marché que le président de la République. Ça ne pose pas de problème. Mais le problème, c'est que lorsqu'on construit des injustices, c'est là que les problèmes se posent. Mais encore que les injustices se construisent dans une situation où on n'a pas suffisamment de revenus. Il faut augmenter les revenus. Et pour augmenter les revenus, il faut changer les méthodes de production. Il faut tricher. J'apprête le terme de mon ami, pour que véritablement les technologies nous permettent de monter des industries nous produisent, n'est-ce pas, de richesses, produisent, n'est-ce pas, des moyens qui permettent de faire des affectations dans les différents secteurs. Et tant qu'on n'aura pas des industries, tant qu'on n'aura pas de richesses additionnelles, la répartition sera toujours inégale. Encore que le système d'enseignement doit changer. Parce que ce système d'enseignement doit être d'avoir de l'impact. Si la priorité, comme disait Joe, c'est justement de tricher la technologie, mais il faut que l'enseignement nous permette d'avoir ces technologies-là. Or, il y a une distanciation entre, n'est-ce pas, les enseignements qui sont donnés, qui produisent des diplômés, mais pas des hommes qui peuvent transformer la société. Et ça devient un problème réel. Donc, nous avons des gens qui ont des diplômes, mais qui ne... Un universitaire, c'est un chercheur. Mais le peu que vous avez là est fausse. Ça va distribuer correctement. Vous n'allez pas attendre de produire des milliards pour que les gens mangent. Lorsque on donne à quelqu'un 3 millions et à un autre qui a le même diplôme, 100 $, vous trouvez ça juste? Vous allez produire combien, quand, pour que l'autre la mange? Comment on va pas créer cette égalité là d'abord? La justice sociale. Il y a des détournements monstrueux de fonds, je crois qu'on va y arriver. Il y a des gens impayés pendant des années qui travaillent, qui vont à pied au travail, et vous leur demandez toujours d'attendre le bonheur après la mort. Non, ça c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. Justice sociale, avant d'agrandir le gâteau, commençons d'abord par partager équitablement le petit gâteau qu'il y a. Sinon, on va agrandir. Ceux qui s'accaparent du gros, ils vont... vous allez réagir dans votre temps, il n'y a pas de problème. Il y a déjà la tricherie. Il y a déjà la tricherie. Non, mais comme dit le professeur, lorsque vous regardez bien, on assiste à ce que moi j'appelle l'enrichissement supersonique de certains individus. En fait, la RDC a pris l'habitude de créer des multimillionnaires dans un secteur totalement improductif industriellement ou commercialement, c'est-à-dire dans la classe politique. C'est là où on crée le plus rapidement des multimillionnaires. Au lieu que ce soit dans le domaine des affaires, dans l'entreprise, dans l'industrie, c'est dans la classe politique qui ne produit pas de revenus. D'accord. Allez, on parle politique. On a tous suivi le président congolais qui a indexé le Rwanda d'être derrière le M23. Le président congolais a chargé le Rwanda. Le président congolais s'est montré un peu dubitatif, assez sceptique sur la présence des Nations Unies chez nous. Plus de 20 000 personnes, pas des résultats, il y a toujours des guerres. Le président a un tout petit peu titillé quand même les Nations Unies, la MONUSCO. Et puis là, chargé clairement le Rwanda, citons notamment le Rwanda, être à la base de la situation précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et quand le président Kagame a réagi, le président Kagame a un peu banalisé, a dit qu'il ne faut pas voir vos problèmes chez les autres, parce qu'aucun problème ne peut être résolu. Il faut réfléchir pour résoudre le problème, au lieu de voir le diable partout ailleurs. C'est un peu ça, de manière succincte, les réactions des deux présidents. Comment on analyse cette communication? Qu'est-ce que ça peut produire après? Après, on a vu Macron réunir le président congolais et rwandais. Après, des analyses qui peuvent sortir ici. Que peut être l'incidence de toutes ces communications sur la situation de l'Est? Ou y aura-t-il encore quelque chose à faire? Professeur Sekimono. Moi, je dis, le monde ne va pas comprendre le problème des Congolais ou faire
prêter attention aux problèmes congolais si on ne réagit pas. Ça veut dire jusque-là, on n'a pas besoin de tirer Rwanda. C'est un petit pays, il n'y a rien. On peut juste lui dire, je répète encore, la guerre économique. Parce que quand on suffoque, hein, quand on est en train d'étrangler le Rwanda économiquement, c'est pas encore, je répète, que c'est le Rwanda qui va souffrir. C'est le monde qui est derrière lui, c'est le business. Volkswagen monte les voitures à Kigali, au Rwanda, pour se préparer à les déverser en RDC. Dès que vous commencez à étouffer le Rwanda, c'est toutes les multinationales qui vont dire aux Rwandais de changer leur technique. On sait, tant qu'on ne réagit pas, on parle. J'apprécie le président quand il parle du sommet comment on appelle, de l'ONU. Mais tant qu'on attend que les autres giflent le premier à nos places, sur le plan économique, personne ne le fera. Pourquoi on ne le fait pas? On a les moyens d'étrangler le Rwanda économiquement, mais pourquoi on ne le fait pas? C'est du point de vue idéologique. Moi, je dis toujours la guerre, pas la guerre, mais les grands débats, même ici, on vient de le voir, c'est idéologique. Qui va prendre la grosse part du gâteau, qui va... Et ça, j'apprécie de venir ici parce qu'on parle des idées. Je parle jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore convaincu. Je dis, les armes, ils peuvent venir en amont ou après, mais on doit frapper le Rwanda économiquement. Parce qu'on sait que le Rwanda, la guerre économique s'est faite quand l'adversaire ne peut pas réciproquer. Hein? L'Europe a voulu le faire contre la Russie, mais ça tourne mal. Parce que la Russie a le moyen aussi de te frapper dessus. C'est la même chose, on ne peut pas frapper la Zambie. Parce que si on frappe la Zambie c'est le plus grand des pays qu'on a des échanges commerciaux. Plus que la France, plus que la Belgique. Il vient juste après la Chine. Ça veut dire ça... Chez nous ici? Oui. Ça veut dire qu'il peut nous frapper. Si on frappe économiquement la Zambie, ils peuvent dire, si on peut banaliser ou réduire pour que les gens comprennent, ils peuvent dire, on ne va pas vous nourrir. Et ça sera Katanga, Kasaï qui vont souffrir, peut-être bien mourir de faim. Mais le Rwanda a besoin de nous. Quand on voit la balance des échanges commerciaux, on peut les frapper et ils vont changer d'avis. Parce que la guerre, ça coûte l'argent. L'ONU a dit que le M23 ont des armes sophistiquées. On ne devait pas pleurer. On devait plutôt se demander comment ils se sont tapés ces armes. Ils ont eu l'argent quelque part. On doit chercher l'argent. De deux, même sur le plan, je dis général, idéologique, je dis Bunaganda, c'est chez moi, hein, en termes congolais, parce que selon la Constitution, tu dois être parti d'une tribu. Bunaganda, c'est une petite ville. C'est une petite ville. Tant qu'on crie que Bunaganda, c'est la fin du monde, qu'est-ce qui se passe? On tue toute la République économiquement. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un ne voudra pas venir investir en Équateur, au Kasaï, à moins qu'il comprenne la République. Tout le monde dit c'est le feu, c'est Bunagana. Bunagana, ce n'est pas la province, c'est une petite ville. De deux, Bunagana est stratégique et lucratif seulement pour la RDC. C'est une frontière. Ça veut dire que le produit vient de l'Ouganda, ils vont à Goma. Ils ne s'arrêtent pas à Bunagana. Ça veut dire tant qu'il y a la guerre, même les rebelles, ils pillent les champs parce que ça ne produit pas l'argent. Bunagana, on peut même faire fermer cette frontière et dire on va faire passer le produit. Il y a une autre frontière. Trois, jusque-là, l'armée n'a pas encore bien expliqué. Quand on dit on va acheter des chars de combat, des avions de guerre en Russie, comment on va attaquer en pleine ville? Qui on va bombarder? On doit se dire sur le plan technique, est-ce que les Congolais, on est prêt à un sacrifice pour dire il y aura des morts, il y aura les organisations des droits de l'homme qui vont crier, parce qu'on ne saura pas le civil et le rebelle, les terroristes. On doit faire ça. On doit se dire certaines vérités. Bunagana, il est petit. Oui, j'aime mon pays, j'aime mes frères. Mais on ne doit pas se tirer sur la jambe toute la nation économiquement. Parce que quand on se tire sur la jambe économiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça rend un pays comme le Rwanda séduisant, attractif pour l'investissement. Deux, on doit mettre le contexte. Bunagana est petit. On ne peut pas l'attaquer militairement, à moins que nous tous on se dit il y aura des morts du plan de vie civil et on doit libérer Bunagana. Trois, on doit se dire la guerre contre le Rwanda. Le M23 va toujours courir au Rwanda, va toujours aller en Ouganda. Pour en finir, il faut frapper économiquement. Et dès que le Congo frappe le Rwanda économiquement,
tous les autres vont suivre. N'attendez pas les autres le faire. On frappe. On n'a pas besoin de la permission des gens pour le faire. C'est vraiment idéologique. Professeur Kalele, il faut frapper le Rwanda économiquement, idéologique. Kagame dit qu'on peut trouver des solutions, commencer par gérer vos FDLR, qui sont une menace pour moi. Vous dites que c'est Kagame qui est derrière les M23. On fait quoi? Bon, je posais tout à l'heure la question avant l'ouverture officielle du débat et après. Parce que c'est que le président congolais a dit, c'est que le président Kagame a dit. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui est nouveau dans tout ça. Ce débat, ces répliques, ces pics, nous en vivons depuis des décennies. Vous avez eu ici la guerre au sud Kivu avec Mutebutsi. Il a pris le sud Kivu. Les Congolais se sont tous mis debout. À commencer par les étudiants de l'université de Kinshasa. Mutebutsi a quitté. Il y a eu Kundabatware dans ce pays. Nous avons signé des accords. Nous nous sommes engagés à reconnaître Kundabatware et ses compères comme des Congolais, à reconnaître Kundabatware et les autres Rwandais comme autorisés à créer des partis politiques au Congo et à concourir au suffrage. Ici, devant témoins, Kappa et le Tanzanien là. Le président Kappa? Oui, Benjamin Kappa, le Kenyan. Et l'autre là, le Nigérian. C'est là. Il nous a même posé la question comment? Vous acceptez de signer de tels accords, mais votre pays aura des problèmes. Nous avons signé ces accords. Le M23 faisait partie du CNDP. C'est des gens qui ne se sont pas retrouvés dans le partage, qui ont revendiqué après. Et nous avons les deux accords. L'accord entre la République démocratique du Congo et le CNDP de Kundabatware, l'accord entre la République démocratique du Congo et le M23. Quand vous prenez ces accords, c'est exactement le même accord, sauf que le deuxième, on a changé la numérotation. Mais le contenu reste le même. Nous avons accepté devant témoins, un témoin de l'ONU et un témoin de la SADC. Les gens ont continué à être tués, les Congolais. Et quand on nous dit du côté de Kagame, c'est les FDLR qui font problème, chassez d'abord les FDLR. Les FDLR sont au Congo. Ils occupent quelle partie du territoire rwandais? Ils tuent quel Rwandais là-bas? Ils tuent chez nous, où nous les hébergeons. Kamer est parti du Parlement comment?
nous avions accepté que le Rwanda et l'Ouganda envoient leurs militaires ici pour chasser les ADF, la LRA et les FDLR. Le Congo avait refusé, il a préféré contacter Santé Didio pour dire les FDLR qui veulent partir peuvent partir. Ceux qui veulent rester peuvent rester ici. Donc, le problème, ce n'est pas de se rencontrer ici, au Rwanda, à Goma, en Angola, pour parler. Il y a des Congolais qui meurent. Ce sont des Congolais qui meurent chaque jour. Le Rwanda a une armée, le Congo a une armée, mais l'armée, les services de renseignement, quel est leur rôle? Est-ce qu'ils assurent notre sécurité? Quand ils demandent d'avoir des moyens pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, est-ce que nous les leur donnons? À ce stade, il faut faire quoi? Il faut attendre que les résultats produisent les discours produisent des résultats escomptés, ou on fait comme... Quand vous êtes attaqué, vous faites quoi? Pourquoi vous avez une armée? On se défend. Votre armée, c'est pourquoi? C'est pour la parade, c'est pour les défilés. Mais on nous tue. Pourquoi on ne se défend pas alors? Pourquoi on ne reprend pas Bunagana? Vous ne reprenez pas Bunagana parce que vous ne voulez pas reprendre Bunagana. C'est fait à dessein. Votre armée est là pour vous défendre, assurer votre sécurité des personnes et des biens. Une portion du territoire est prise et ça fait des mois. Plus de 100 jours. On tue plus de 100 jours. Hein? Les autres tuent aussi. Les groupes armés là, ils tuent. Le professeur dit qu'il ne faut pas trop cristalliser Bunagana. Oui, mais lui, il parle comme un Américain. Il veut tricher. Ici, c'est des problèmes des gens qui meurent. Et qui meurent au quotidien. Depuis des décennies. Nous avons une armée pour les défendre. Elle ne parvient pas à les défendre. Mais cette armée dit, je suis capable. Elle l'a prouvé dans le passé. De sécuriser. Donnez-moi les moyens. Vous ne lui donnez pas les moyens. Okay. L'équation se pose en quoi? Le CG Kagame. de l'ONU a dit que les M23 ont une armée apparemment conventionnelle, bien organisée, bien structurée. Tout ça, on le sait. On a dit et redit à plusieurs reprises. La guerre qui est là-bas, dans l'Est de la République, c'est une guerre économique. Dans cette guerre économique, il n'y a pas que les Africains. Il n'y a pas que les Rwandais et les Congolais. Il y a tout le monde. Tout le monde trouve son compte. Lisez le rapport de l'ONU du temps de M. Laurent Désiré Kabila, les pillages des richesses naturelles du Congo. Vous avez là un chapitre sur le réseau d'élite, où vous trouvez, en plus des Européens, les Indiens, les Libanais, un peu de tout le monde. Tous sont là-dedans. Alors c'est un complot international contre nous. Ce n'est pas un complot. Les gens se battent pour avoir de l'argent. Si vous vous amusez à être faible, on vous écrase. On vous écrase. Vous voulez réagir? Je prends une minute. Juste une minute. Oui? Pour éclaircir un certain fait. Quand je donne mes solutions, on tente de me dire que je suis l'Américain. Je dis ceci. Je dis Bunagana, moi je viens d'y aller, il y a 3 mois. Je vais là-bas. Je suis allé dans les camps des réfugiés 2 fois. Côté ougandais.
ougandais. Et je suis déjà passé. Moi, je passe, quand moi je vais chez moi au Rutshuru, je passe par l'Ouganda, je fais Bunagana. Je connais, il y a mes cousins qui sont à la Belle Étoile, à Rutshuru. Je sais les problèmes. J'ai la peine. Quand on tue à Bunagana, moi je reçois le texto. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Qu'est-ce que je me plains? Vous criez ici à Kinshasa, les gens meurent. Vous ne faites rien pour les déplacer internes. Je n'ai pas vu des gens pleurer pour eux. Moi, je donne des solutions parce que je sais, ça va faire mal, mais on ne peut pas s'attaquer aux symptômes. On ne doit pas être émotionnel. On doit résoudre la maladie. Étant parlé mon accent où je vis aux États-Unis, comprenez, je suis congolais, j'aime mon pays, mais surtout, chez moi, c'est à Bunagana. Il y a peu de gens qui savent ça. Quand il y a la guerre à Bunagana, je dis, Katete, c'est là où mon grand-père, ses origines, ils prennent la montagne, c'est facile de les tirer dessus, parce qu'ils sont isolés. Mais quand ils sont dans la ville, vous allez tuer mes cousins si l'armée attaque d'une façon non stratégique. C'est bien beau de dire à Kinshasa, il faut attaquer Bunagana. Mais vous ne savez pas qui pleure. Moi, je pleure avec ces gens-là. Et quand moi, je dis une solution, sans émotion, sans dire c'est chez moi, parce que je sais, ça va faire mal. Mais on ne peut pas résoudre ce problème avec des émotions. On ne peut pas. D'accord. Norbert Yamba. Merci beaucoup. Hein. Merci. Effectivement, ce débat-là, c'est un débat d'émotionnel. C'est un débat présumé rationnel. Et donc, j'aime toujours le prof quand il dit je suis sociologue, j'ai fait des constats. Et c'est une bonne chose. Mais les constats doivent avoir des propositions de réponse par rapport à ce qui se passe. La question de l'Est, où l'on veut donner l'impression qu'il faut simplement prendre les armes et terminer la guerre, ça, ce n'est pas aller très loin dans l'analyse des faits. J'ai beaucoup aimé quand le professeur citait en disant, mais écoutez, il y a beaucoup de gens qui interviennent dans cette histoire. C'est qu'il y a une sorte de convergence d'intérêts. Et il faut être en mesure de visualiser les différents acteurs qui entrent en ligne de compte dans cette convergence d'intérêts. Et lorsque vous voulez rechercher des solutions, il ne faut pas non plus simplement présenter une solution unipolaire, mais il faut savoir compartimenter cette solution en prenant en considération les différents acteurs. Okay. Nous avons d'une part les présumés M23 qui sont en complicité avec l'extérieur, qui jouent le rôle d'exécutants sur le terrain. Nous avons des relais volontaires parce que quelqu'un disait mais il y a l'armée. Mais il y a l'armée, on vous a dit qu'il y a eu une infiltration depuis plusieurs années. Lorsqu'on veut donner l'impression que les choses ont commencé aujourd'hui, et c'est là que véritablement on remet en question la rationalité intellectuelle. Parce que ces militaires-là, ils ont été fabriqués pendant un certain temps, et parmi eux, il y a des infiltrés. Et il n'y a pas longtemps, l'un d'entre eux a été arrêté, parce qu'il jouait véritablement pour le compte de l'ennemi. Et ces relais volontaires sont nombreux à l'intérieur de la République. Et en dehors de la République, vous avez, je ne vais pas répondre à ce que disait le vieux Mbosso quand il dit, chers députés, quittez les groupes armés. Mais ces députés-là sont venus en 2019. Mais avant ça, ils étaient toujours dans ces groupes. Et il faut aller à Béni, il faut aller à Butembo, il faut aller à Goma. Et vous allez voir l'ascension de ces différentes villes. Et quand vous posez la question, on va vous dire, écoutez, mais voilà, c'est la rentabilité de la guerre. Mais en dehors de ça, vous avez la sous-région, le pays voisin, qui eux aussi ont trouvé un terrain fertile pour se nourrir sous les mamelles des vautours internationaux. Nos pays voisins, notamment le Rwanda, et vous avez les multinationales qui sont accompagnées même par leurs États. Et donc, vous avez ces différents compartiments. Et donc, chaque compartiment exige une certaine approche. Parce que les gens ont tendance, mais prenez les armes, mais attention. Et alors, si vous prenez les armes, vous allez vous abattre contre les multinationales, comment?
On doit observer le nôtre tomber alors. Non, mais écoutez, mais c'est comme ça que le gouvernement de la République, sous le leadership du président Félix Tshisekedi aurait opté pour à la fois la guerre et l'option diplomatique. Quelqu'un disait, mais bon, et après, parce qu'on en a toujours parlé, mais écoutez, l'Assemblée générale des Nations Unies, est-ce qu'on a eu l'occasion de dénoncer le Rwanda à ciel ouvert, comme ça? C'est peut-être la première fois. C'est une façon également de faire... Pour le prof Kalele, c'est du déjà entendu. Vous savez... L'Empire Imat aussi, on en parle depuis quand? Oui, ça c'est l'histoire. Nous sommes en train de chercher des solutions, professeur. L'histoire, c'est une... Vous ne trouverez pas des solutions sans connaître le passé. D'accord. Je vais vous donner la parole, professeur Kalele. Donc je voudrais simplement dire qu'il faut laisser une approche simplifiante. Le problème est assez complexe. Exige naturellement des hommes de grande valeur, des hommes qui sont censés avoir la présomption du savoir, d'aller en profondeur pour chercher des solutions. Et par rapport à ça, moi je pense qu'on n'a pas lâché prise pour continuer la guerre à l'Est. Au moment où nous parlons, les stratégies sont en marche, mais c'est aussi vrai d'aller vers tout ce qui se complote. N'oublions pas, et nous l'avons toujours dit, et nous ne cesserons jamais de le répéter, que nous sommes en train, dans un processus d'une guerre numérique. Et la guerre numérique exige des minerais stratégiques pour la transition énergétique. Et ces minerais se trouvent au Congo à proportion de plus de 65%. Et tous ces vautours ont besoin véritablement de prendre le Congo. Et pour bien prendre le Congo, il faut les saucissonner. Et quand le secrétaire général des Nations Unies, qui est la primaire de l'information des experts des Nations Unies, vous disant bien entendu que ce qui agresse le Congo, c'est le Rwanda. Mais le secrétaire des Nations Unies dit que la MONUSCO, qui est censée véritablement être une organisation, une suprastructure, qui aurait pu véritablement avoir le moyen plus que tout autre pays à travers le monde. Il dit que non, les rebelles ou le MV3, les terroristes sont mieux armés, sont très modernisés, etc. Tout ça, c'est un message. Et je voudrais également terminer. L'ONU, professeur, c'est un professeur de sociologie. Il connaît les organisations, non seulement nationales, mais internationales. L'ONU, c'est un machin qui a été créé et qui est commandité, téléguidé par des puissances d'argent. Les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui dirigent. Et c'est eux qui prennent des positions à longueur de journée. Vous voyez, donc, tout cela, quand on ne combine pas dans la recherche des solutions, on risque véritablement de taper à côté. Je termine pour dire qu'à Joe Sekimonyo, qui disait que bon, quand nous, qui sommes panafricanistes, nous souhaiterons avoir nos propres habits, il dit non, lui, ça ne lui intéresse pas. Mais quand vous allez, vous regardez une chaussure, on vous dit c'est italien, tel c'est français, tel c'est costume, ne sais pas anglais, etc. Ça fait la fierté, ça fait partie du génie propre, ça fait partie de la reconnaissance de son autonomie. Et donc, lorsqu'on on ne fait pas attention par rapport à les différentes créations, invention, c'est qu'on est aliéné. Et en tout état de cause, on est fini par être utilisé, robotisé à souhait. Nous voulons affirmer notre autonomie, nous voulons affirmer notre spiritualité, nous voulons affirmer notre détermination, notre leadership. Et nous avons été puissants. Il faut réhabiliter cela. Mais en faisant des petites inventions, jusqu'à ce que nous allons devoir les consolider et apporter quelque chose à la définition de l'ordre international. Ça, nous avons besoin. Il faut poser les premiers actes. Et je crois que le premier pas a toujours été le plus long. Albert Moleka. Deux discours, la situation perdure. On fait quoi? Votre analyse? Peter, bon, vous avez commencé par mentionner les deux discours. Il est vrai que l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est une rencontre annuelle, est le théâtre où il y a plusieurs discours. Alors, chaque chef d'État qui prononce un discours choisit en termes de communication si son discours s'adresse-t-il à la consommation nationale
ou à la consommation internationale. Puis au niveau communication, consommation nationale, est-ce qu'on s'adresse à ces fanatiques ou à toute son opinion publique? Et puis vous avez le après. Le plus important, c'est après tous ces discours. Parce que bon, le discours, pour résumer, j'ai vu que le chef de l'État a prononcé un discours de presque 39 minutes. Le président Kagame a prononcé un discours... Moins de 10 minutes, on dirait. Oui, de 8 minutes 50 secondes. J'ai remarqué que le chef de l'État a consacré une large partie de son discours à l'agression du Rwanda, le mouvement terroriste M23. C'était un peu comme si... un peu comme disait Norbert tout à l'heure, est-ce qu'on a déjà vraiment accusé ou clairement le Rwanda à l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'ONU? Oui, cela a été fait déjà avant, et pas seulement le Rwanda, même l'Ouganda. Souvenez-vous comment Antoine Gonda a été chassé du MLC à l'époque, parce qu'il avait dénoncé ce genre de comportement de l'Ouganda. Bref, en suivant le discours du président Kagame, j'ai vu qu'il a, en termes de réponse, il a consacré 1 minute 30 tout au début de son discours et 1 minute à la fin de son discours. Donc, sur ces 8 minutes 50, il nous a consacré, en fait, 2 minutes et demie. Tout le reste de son discours concernait des matières qui intéressait toute la communauté internationale. Pas seulement des matières qui concernaient notre région ou nos deux pays. Maintenant, le après. Après, nous avons vu, en termes de communication toujours, le président Macron a organisé la tripartite entre lui-même et le président Tshisekedi et le président Kagame. On a vu on a vu la photo, hein? Les mains se sont serrées, certains ont souri, d'autres n'ont pas souri. Pourquoi le président Macron? Certains ont souri, d'autres n'ont pas souri. Pourquoi le président Macron? Nous savons, cela a été relayé par vos collègues de Jeune Afrique, que les services de renseignement... La photo est là, hein, dont vous parlez. Oui, les services de renseignement français s'attellent depuis plusieurs jours à une médiation entre les différents pays à travers leurs services de renseignement. Donc vous avez des réunions qui se sont tenues à Paris entre des représentants de nos services de renseignement, les services de renseignement rwandais et les services de renseignement ougandais. Vous savez, vous ne pouvez pas mener une diplomatie efficace sans que vos services de renseignement soient performants, soient bien à jour, soient efficaces. Malheureusement, je dois dire que, à mon avis, nos services de renseignement ont été un peu déstabilisés par, bien sûr, l'affaire François Béat. Ce qui fait que, encore une fois, nous nous présentons dans des négociations ou dans des discussions en position, si pas de faiblesse, mais nous n'avons pas l'équilibre requis pour obtenir de véritables résultats. Mais je reviens un peu à ce que le prof disait tout à l'heure. Peter, le problème de l'Est, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème, nos frères de l'Est m'excusent encore d'avoir utilisé le terme le problème de l'Est, les problèmes du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, parce que nos frères de cette partie du pays me rappellent que nous avons une identité, nous ne sommes pas des gens de l'Est, là. Nous avons une identité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs accords. Pourquoi ces accords-là ne sont pas respectés? Est-ce que c'est toujours la faute des autres? Quelle est notre part
Je crois qu'un début de solution, ça serait de prendre nos responsabilités par rapport à nos engagements. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on reproche souvent à la RDC. Vous allez très vite signer des engagements, mais vous ne respectez pas vous ne prenez pas vos responsabilités pour en fait respecter vos engagements. Et là, moi, l'impression que j'ai personnellement, et ce qui affecte aussi ce problème sérieux, c'est l'obsession d'un autre mandat, l'obsession du fameux deuxième mandat. Ça fausse beaucoup de choses. Comment ça? Et ça affaiblit et ça ne permet pas d'aborder certains sujets avec la hauteur requise et la profondeur requise. Je ne vois pas de corrélation. On le sent au niveau intérieur, mais même lorsque vous parlez à des partenaires étrangers, ils vous disent clairement. Est-ce que votre discours, êtes-vous sûr que ce discours est perçu comme un discours de politique générale, de politique internationale, ou par rapport à un certain électorat? Nous savons tous qu'il est de bon ton et de bon aloi de mettre tout sur le dos du Rwanda. Ce discours-là, c'était plus pour le besoin de la consommation. De mettre tout sur le dos du Rwanda, c'est populaire. Lorsque vous mettez tout sur le dos du Rwanda, vous espérez que, bon, à Rutshuru, tous les gens vont dire, ah voilà, au moins on a parlé, au moins on a accusé le Rwanda, et que, bon, ça pourrait vous amener un certain électorat qui est très difficile, qui était très déterminant durant les élections passées, au point qu'on ne lui a pas permis de voter les dernières élections. Or, lorsque vous êtes trop obsédé sur un seul sujet politique, qui au niveau mondial n'est pas le plus important, et qui même au niveau national ne facilite pas la cohésion nationale, parce que la cohésion nationale se fait sur les intérêts nationaux, dans les intérêts de toute la population. Une candidature n'est pas l'intérêt de tout le monde. Une candidature, ça peut au contraire être un élément plutôt de division. Chacun se focalise ou chacun se rabat sur son camp. Je pense que dans le cadre de la recherche d'une véritable solution, où notre pays, nous avons le besoin de nous fortifier, de nous renforcer. Certains vous parleront de guerre, faisons la guerre au Rwanda, attaquons le Rwanda. J'ai apprécié de voir notre ministre des Affaires étrangères, Christophe Boutoundoula, dire après le discours que la solution la moins onéreuse, c'est la voie diplomatique. La solution la moins coûteuse, c'est la voie diplomatique. La diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans les instruments. Mais plusieurs compatriotes l'ont relevé aussi, la nécessité de cette cohésion nationale par rapport à cette situation. Et s'il y a agression, si nous disons qu'il y a agression d'un voisin, il y a un mode opératoire aussi au niveau diplomatique. Lorsque vous êtes agressé par un voisin, vous convoquez l'ambassadeur, vous la déclarez persona non grata ou quoi. Certaines décisions ont été prises, mais on se demande quels ont été les effets de ces décisions. On a appris que les accords avec le Rwanda ont-ils été suspendus? Ont-ils été maintenus, annulés? Alors, s'ils ont été suspendus, quels sont les accords qui ont été suspendus? Est-ce que le gouvernement rwandais a été officiellement et dûment notifié de la suspension de ces accords? Il faut chercher à créer une cohésion nationale, une entente nationale sur ces problèmes. Entre Congolais. Et cela est urgent. Pourquoi? Parce que pendant des années, nous avons constaté, on tue nos frères, on tue nos mamans, on tue nos sœurs.
en Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Puis après 2 décennies, maintenant on se réveille. Ah, qu'est-ce qui se passe à Kwamouth? Qu'est-ce qui se passe à Kwamouth? Je peux vous dire, bientôt on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe au sud du Bangui? Qu'est-ce qui se passe au nord du Bangui? Pourquoi? Parce que le pays est un. Le pays est un. Qu'est-ce qui se passe à Katanda? Le pays est un. Lorsqu'une maladie apparaît d'un côté du corps et que cette maladie n'est pas traitée, comme dit mon frère Sekimonyo, pas seulement se limiter aux symptômes, mais au fond, si la maladie n'est pas soignée, d'autres maladies apparaîtront dans d'autres membres du corps. Ok, donc on fait quoi? On fait la guerre, on fait des sanctions économiques, on fait quoi? Vous allez faire la guerre avec qui? Avec le M23 qui est soutenu par le Rwanda. Bon, Peter, n'oubliez pas une chose. Nous prenons le Kalachnikov, les chars de combat, nous allons déloger. Depuis, bon, je crois il y a 3-4 semaines, les instruments officiels de ratification de notre appartenance à l'East African Community, à la communauté des États d'Afrique de l'Est, ces instruments ont été déposés à Nairobi. Donc la RDC est officiellement membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. D'ailleurs, je m'étais posé la question, j'avais rapidement envoyé un message à 2 honorables députés en posant la question, mais ces instruments de ratification ont été obtenus comment? J'ai pas eu vent qu'il y a eu une plénière pour discuter de ça. L'un me répond, ah, ndeko mona rien et ça les maquiller rapidement dans Nenga Molili. Ça soit des députés du Bon. Mais toujours est-il que nous sommes membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le Rwanda est membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Avons-nous bien lu ces traités? Avons-nous bien lu avant de signer? Je ne sais pas. Mais d'habitude, dans ce genre de traités et de communautés, lorsque vous êtes membre, vous ne pouvez pas vous faire la guerre entre membres comme ça. Okay. La solution, au contraire, la résolution de la solution donc, de vos problèmes dépend de plus en plus de cette communauté-là. Et vous remarquerez que dans tous les discours des responsables au niveau international, le secrétaire d'État américain Blinken était ici, le secrétaire général des Nations Unies l'a mentionné dans son interview de lundi, tout le monde vous renvoie à Nairobi. Allez discuter. Tout le monde vous renvoie à Luanda. Luanda. C'est-à-dire aux organisations sous-régionales. D'accord. Et même, je crois que vous verrez dans les mots, les années qui viennent, les systèmes d'envoi de forces tels que MONUSCO, MINUSCA, MINUSMA, tout ça, ça a tendance à disparaître au profit de certains, d'organisations plutôt régionales, sous-régionales, qui prendront le relais. Okay. Donc, maintenant, il faut voir, étant membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, comment ça devrait se gérer de l'intérieur? Comment cela va se gérer de l'intérieur, au sein de cette communauté? Parce que n'oubliez pas que le président Tshisekedi a dit à certains représentants et leaders du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, il ne faut plus se préoccuper, se disputer des problèmes de terre ici, parce que la communauté des États de l'Afrique de l'Est, c'est ça qui deviendra notre pays. Ça, c'est qui a dit? Le président Tshisekedi. C'est ça qui deviendra notre pays. Ah bon? Je peux vous envoyer l'élément vidéo. Si c'est ça qui deviendra notre pays, nous serons du même pays que le Rwanda, que l'Ouganda, que le Kenya, la Tanzanie, Sud-Soudan, tout ça. Donc nous n'avons plus à nous taper dessus. Donc, mon frère Sekimonyo a parlé de tenter l'asphyxion économique. Avec le Rwanda. Non, nous constituons un seul marché.
Le problème, c'est que oui, le marché est déséquilibré par rapport à disons, les possibilités financières des consommateurs. N'était-ce pas une erreur d'entrer dans cette communauté d'États d'Afrique de l'Est? Personnellement, j'estime... On ne veut pas rester à la SADC, on est allé... Personnellement, j'estime que c'était prématuré. D'accord. Hein, c'était prématuré, ça a été un peu trop vite. Un peu trop vite. Allez, alors, peut-on dire, je vais parler comme le général Janssen, après les discours, égal avant les discours, et vous posez aussi un mot sur... Ah, je voulais simplement mais vous savez qu'il y a eu un appel de la société civile du Nord Kivu pour ville morte lundi prochain et mardi prochain. Okay. Quelles sont les réclamations qui sont adressées au gouvernement de la République? La reprise de Bunagana, mettre fin à l'état de siège, hein, ainsi que la reprise de Bunagana. Ce sont les points qui sont adressés au gouvernement. C'est pour le lundi et mardi prochain. Lundi et mardi prochain. Le mouvement citoyen. D'accord. Après le discours, égal avant le discours, et puis poser un mot, vous avez suivi par rapport à la corruption. Vous avez suivi Vidé Chimangati aujourd'hui à Makala. Que pensez-vous de cette situation? Il a triché. Il n'a pas triché, il a volé. Mais je veux dire, j'aime bien quand on parle avec mon grand frère Yambéa, j'ai toujours dit, il y a toujours un échange. À chaque fois, je me dis, oh, il y a ces thèmes auxquels on est différent, hein, idéologiquement. Par exemple, quand on parle des habits, je dis, il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. On a essayé ça. Moi, je suis de la génération Kitenge. Hein? Kitendi, plutôt. Kitendi, c'est on s'habille, religion, tout ça. Mais je vois les mêmes aujourd'hui en cours de route Victoire, ils se mettent en papier, ils se mettent ceci. J'ai vu dernièrement, pas dernièrement, je vois souvent mes jeunes frères, sœurs, tout ça s'habiller en Gucci de la tête aux pieds. Je sais bien que c'est le faux. Ça veut dire qu'on cherche toujours une dignité sans la raison d'être. Quand on arrive à ce... comment on peut dire? On peut financer la dignité, oui, mais aujourd'hui, parler de dignité, on veut la dignité, on veut ceci, toutes les couleurs, c'est un peu pour oublier nos problèmes. Et nos problèmes ne vont pas s'effacer parce qu'on les ignore. Arranger le vrai problème. De deux, je veux dire ceci, il y a la différence encore, je tacle mes grands frères ici pour dire, c'est la différence entre les conservateurs et les libéraux, pour dire, moi, je crois qu'il y aura la paix dans la région seulement quand la RDC va se décider à coloniser ses voisins. Il faut que la RDC colonise ses voisins. Ses voisins, on doit aller pour les mater et les coloniser. On doit coloniser le Rwanda, le Rwanda, le Burundi. Le Burundi, tout le monde économiquement. Je n'y vais pas pour... C'est une compétition. Même si on a signé des traités, on n'est pas amis. On doit aller pour conquérir leur marché. On doit faire, même s'ils viennent dans notre marché, ils doivent être nos esclaves. Et ça, c'est idéologique. Ok. C'est ça la différence entre nous. De deux, je dis ceci. Je dis le problème a toujours existé. Mais on évite d'évoquer la cause. C'est le problème de nationalité. Comment on définit ce que c'est être congolais? Je dis, tant qu'on dira, avec un soubassement colonial, être congolais, on doit être issu d'une tribu, ça va toujours donner des excuses à certains que je considère, en exagérant, fous, d'avoir une raison d'être criminel, d'être traître. Rappelez-vous, c'est M23. S'ils sont réellement des citoyens congolais, ils ont pris des armes pour défendre les intérêts d'un pays voisin. On doit les appeler traîtres. On évite de dire tout ça. Parce que quoi? On va parler de la tribu, on va parler des montagnes. C'est mauvais de se ressourcer à la tribu pour avoir l'identité congolaise? Non, parce que ça... Pour être congolais, il faut avoir une tribu qui est appartenue au Congo. Ça, c'est encore colonial. Ça, c'est encore conservateur. Ça veut dire on attribue notre coexistence, non pas en tant qu'individu, en tant que groupe. Et quand on attribue ça à des groupes, c'est maintenant femmes, hommes, enfants, jeunes et vieux, ça devait être seulement né au Congo. Parce que les implications sont économiques. On doit avoir cette coexistence
des individus. Ça veut dire vous, je dois vous dire en tant qu'opérateur économique qui contribue à la société. Et non pas quelqu'un issu d'une tribu qui doit avoir, disons, une chaîne de télévision. On s'est dit pourquoi pas, il y a un Moulouba aussi doit prendre, un Mouteke, le gouvernement. Moi, ça ne va pas me déranger si tous les gouvernements étaient Bateke. Si on peut avoir leur résumé qui démontre leur expertise. On vous parlera de l'équilibre géopolitique. Hein. Et ça, c'est encore colonial. Ça c'est l'héritage colonial. Mais il faut tenir compte de tout plus. Même la tribu qui dit qui était où. Quand on dit aujourd'hui, on n'est plus colonisé. Quand on se bat pour des raisons de tribu, on se ressource à un livre d'un Belge qui est écrit en 1940, 50 pour dire, il a dit, les Teke étaient ici, les Batete étaient là-bas. C'est qu'on définit ce que c'est être congolais encore d'une manière coloniale. C'est dépassé. Ça, c'est dépassé. Tant qu'on est toujours en train de parler, même dans la Constitution, on se tire la jambe sur la jambe. Parce qu'on doit arriver à se définir d'une façon moderne. Citoyen congolais, base par le fait qu'on est né juste par le Congo en RDC. Discours à... Le Youssoli, hein? Oui, c'est juste parce que Youssoli est truc. C'est ça qu'on doit aller. Mais aujourd'hui, la guerre, encore, je dis, c'est la différence entre les conservateurs qui veulent te parler de chef coutumier. Le chef coutumier n'a pas de place dans un monde moderne. Qu'est-ce qu'il fait? Tradition, c'est quoi? Il ne faut pas bafouer notre culture ancestrale. Hein? On a même vu chez la reine d'Angleterre, on a vu... Non, dans la mondialisation, même la culture est imposée. Ce dont parle mon jeune frère ici, il faut y prêter une grande attention parce que c'est une des raisons fondamentales. C'est un grand débat, là. Oui, parce qu'il y a une imposition. Il y a une imposition du plus fort à travers ce qu'on appelle la mondialisation, globalisation. Une imposition non seulement culturelle, non seulement musicale, mais une imposition au niveau économique, au niveau politique, où vous vous soumettez, où on va vous déranger jusqu'à vous balayer. Il faut bien suivre ce que le jeune frère tentait. C'est une réalité. Parce que c'est ça qu'on nous entre dedans. Hier, j'ai suivi, je crois, les Teke, quelque part. Les Yaka et les Teke, ils se sont battus. Ils se battent, ils se battent pour des terres. Je dis, c'est la République, c'est la RDC, c'est territoire, appartient à tout le monde. Mais par la Constitution, ils doivent se battre. Parce que si ce territoire est occupé par notre tribu, ça met en danger leur congolité. Parce que si aujourd'hui, on peut se dire qu'il n'y a pas de Teke sur telle zone, où quelqu'un les efface, directement tout Teke, c'est difficile de dire qu'il est congolais. Et c'est ça qui... Même quand on a un Kassaïen, pour dire Moulouba, qui va au Katanga, c'est comme s'il va envahir dans le territoire. On le voit en tant qu'étranger. C'est parce que sa définition d'être congolais, c'est basé sur la tribu. Et les implications sont économiques. Moi, c'est pas culturel. Moi, la culture, bravo à mes grands frères, vous aimez bien la culture, mais moi, je parle de la dignité qui est apportée par les moyens. Oui, la dignité qui est apportée par les moyens, mais il y a aussi une culture, il y a aussi des us et coutumes. Quand on est pauvre, il y a les rites Teke, il y a chez les Louba. Quand on est pauvre, on ne peut pas tuer cette identité. Est-ce que notre identité, elle est culturelle? Moi, je dis non. Moi, je dis c'est une source culturelle. Notre identité, c'est être congolais. Les tribus, pour moi, c'est juste une source culturelle. On ne peut pas danser Teke toute la nuit quand on a faim. Je m'en fous. On doit se ressaisir et les autres, c'est seulement pour un show. On est mélangés. Mon père, il est Hutu. Ma mère est Muboa. Un jour, je parle à ma mère. Ça verrait qu'elle est Muboa et quelque chose. Mon père, on est mélangés. Mais on s'est attaché à un état d'esprit colonial. C'est défini par la colonisation. Qui était comment, qui était quoi? Non, ce sont des sources culturelles. Mon identité à moi, je suis congolais. Quand on parle de culture, je dis, c'est seulement pour le show. Et même dire qu'on doit respecter les engagements, je dis non, on ne doit pas respecter les engagements avec un criminel qui récidivise. Je dis, c'est un traître. On n'a pas à respecter... Criminel? Qui pour vous est un criminel? Le M23, on dit qu'ils sont partis, ils demandent qu'on respecte les engagements
que je doute qui était même favorable à DRCC, et ils prennent les armes. On est la République démocratique du Congo. C'est la démocratie. Vous vous engagez. Vous perdez les élections, revenez. On ne peut pas engager, donner des privilèges à des criminels qui... Mais il y a des accords plus importants que les accords avec M23, l'accord cadre d'Addis Abeba par exemple. Ça c'est un... Et je dis même les traités des États de l'Afrique. Je vous aime bien, mais je dis, il n'y a aucun traité qui va surpasser notre, comment on appelle ça, dignité nationale ou notre résolution en tant que Congolais. On peut bafouer les traités tant que ça ne nous avantage pas. Moi, je dis, on peut marcher sur ça tant que ce n'est pas avantageux pour nous. On peut. Pour moi, c'est idéologique. D'accord. Professeur Kalele. Je ne sais pas. J'ai suivi, mais j'ai beaucoup de peine à le comprendre. J'ai beaucoup de peine à le comprendre. Je crois qu'on ne va pas s'éterniser sur cette affaire-là. Nous avions des grands axes à discuter. Nous avons discuté les discours de deux présidents. Il est resté à discuter le problème de corruption. Corruption au dossier Didier Tshimanga. Dans le cas précis de Didier Tshimanga, qui n'est pas à Makala. Qui est à Makala, mais qui n'est pas un seul cas de corruption dans ce pays. Hier, je suivais, je crois, c'est une chaîne étrangère qui énumérait les cas de corruption depuis le médecin là, le médecin qui avait détourné l'argent de Eteni Longondo. Eteni jusque chez Didier Tshimanga. C'est une longue liste. Hein. Les lobos. Les lobos dans l'armée, dans la magistrature et tout ça. Tu connais Lobo? Tu as des preuves qu'il a détourné? Non, je dis qu'on a cité. Non, les dossiers cités. Il ne faut pas balancer des dossiers comme ça. On a cité. La justice doit établir des responsabilités. On a cité des gens présumés innocents, bien entendu, mais qui ont été cités. Même Eteni Longondo n'a pas été condamné jusqu'à aujourd'hui. Bien entendu, mais alors quand vous parlez avec à comme ça... Willy Bakonga n'a pas été condamné jusqu'à aujourd'hui, mais cité, présumé. Didier Tshimanga, dont on parle maintenant, n'a pas été condamné, cité dans une affaire. Lobo aussi a été cité. Voilà. Bon. Il a été cité. J'ai dit que soyons un peu prudents quand on balance les noms il a sur été la place cité. publique. Il jouit de la présomption d'innocence. Tout comme il jouit aussi de la présomption de culpabilité. Hein. C'est 50-50. De toutes les façons, en fait, ma crainte, c'est de croire ne nous distrayons qu'il y a pas. un régime qui s'est Moi, installé. je dis, vous allez parler. Je dis que nous en sommes maintenant au cas Didier Tshimanga. Didier Tshimanga. Hein, que vous avez aligné pour le débat d'aujourd'hui. Tout à fait. On a terminé le premier cas des discours de Félix et de Paul Kagame. Passons au deuxième cas de Didier Tshimanga. D'accord. C'est un cas de détournement. Alors, l'autre dossier là, je suppose terminé parce que nous avons encore le grand dossier. L'agriculture. Si on ne va pas l'aborder. Il était prévu de parler de l'agriculture essentiellement. Ça, ce sont des faits d'actualité. Fondamentalement, c'est l'agriculture. Très bien. Prenons alors le cas de détournement. Disons ce que nous pouvons dire là-dessus. Allez-y. Pour aller. Vous dites quoi sur Didier Tshimanga? L'agriculture. Moi, je l'ai appris comme tout le monde. J'ai appris comme tout le monde que il a été cité et il a démissionné
c'est un proche de Félix, son conseiller stratégique, qu'il se trouverait aujourd'hui à Makala. Mais qu'on nous donne, ceux qui ont le plus de détails, nous donnent ces détails-là. Mais je dis, c'est un nom parmi beaucoup d'autres noms. C'est pas le premier nom. Qui ont été cités avant dans les affaires semblables et toujours de l'entourage. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Il y en a qui disent qu'il a été piégé, il y en a qui disent que c'est réel, etc. Il en est quoi exactement? Non, Bayamba. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Mais je suis désolé un peu parce que, en réalité, je suis politique. Mais je suis scientifique aussi. Okay. Mais je suis de l'UDPS et souvent quand il y a trop de boulets rouges, or ici on est appelé à être impersonnel, j'ai beaucoup de peine, mais quand même je vais donner certains éléments. D'abord je voudrais dire que Vidier c'est un collaborateur du président de la République, il n'est pas proche du président de la République. Il n'a connu le président qu'en 2015 et donc il endosse pleinement sa responsabilité sur les actes qu'il pose. Si il est poursuivi en justice, sur base des actes qu'il a posés, il endosse ses responsabilités. Il ne faut donc pas faire des associations, mutandis, même pour des gens qui ont été cités, etc. Ma crainte, c'est de croire que le régime installe une culture d'impunité ou d'encouragement par rapport à la corruption. Sinon, il n'y aurait pas des structures de dissuasion qui font un travail pour lequel vous appréciez. Hein. Donc, l'IGF, il est là, etc. Je sais qu'il y a des douleurs d'enfantement autour de cours et tribunaux, ça c'est évident, mais il faut critiquer et les contrepoids comme ça comme vous paraissent importants. Je voudrais également dire que la dignité, oui, il faut l'avoir. Et la dignité n'exclut pas la lutte contre la pauvreté ou la production de richesses. Les deux vont de pair. Et donc, on ne peut avoir la vraie dignité que lorsqu'on a produit des richesses et on se sent autonome. Et donc, mais encore que cela ne puisse pas exclure le génie propre pour véritablement s'identifier et construire son identité. Je voudrais également dire que je n'ai pas beaucoup intervenir quand Albert, dans son calme, dans sa sérénité, il dit le pays de l'Est. La communauté des États de l'Est. Il cite le président pour avoir créé un seul pays, etc. Et effectivement... Non, je ne cite pas, je reprends ces... Non, j'ai compris. J'ai compris. Mais nous sommes dans un débat de construction d'un pays, d'une patrie qui a été saucissonnée, qui a été découpée. Aujourd'hui, lorsque vous regardez dans la nomenclature de l'Union africaine et les différentes missions, c'est très clair qu'il faut véritablement encourager l'Afrique des régions. L'Afrique des régions, il y en a 5. Et à l'intérieur des régions, il y a des sous-régions. Et la perspective, c'est quoi? C'est qu'à l'agenda 2063, que l'on puisse évaluer pour se dire, mais pourquoi nous ne pouvons pas nous ressouder? C'est toute la lutte, tous les sens de la lutte aujourd'hui à travers le monde, de fragiliser l'Afrique. Et nous discutons ces questions de l'Est. C'est comme si nous ne savons pas qu'il y a un plan machiavélique autour de la balkanisation du Congo. Et parmi les pays qui sont dans les visères, vous avez le Congo-Kinshasa, où on envisage construire 4 à 5 États. Vous avez le Mali. Tous ces endroits où l'on trouve du diamant, on trouve du coltan, du cobalt, compagnie, etc., tous ces minerais stratégiques peuvent faire l'objet véritablement de saucissonnement. Donc, quand nous faisons une analyse, ne voyons pas seulement l'inefficacité de la personne ou du régime, mais voyons également la capacité de pouvoir démolir ou déstructurer ce plan qui est monté sur le plan international. Je ne pense pas qu'il y a obsession du deuxième mandat, même si effectivement on doit pouvoir défendre son bilan pour accomplir peut-être un deuxième mandat. La défense d'un bilan n'est pas un discours populiste. Le discours populiste, c'est un discours d'imposture.
Or, il n'est pas le cas. C'est quoi l'imposture? L'imposture, c'est le fait de présenter quelque chose. On sait que vous savez véritablement que cela n'est pas vrai. C'est ça l'imposture. Or, ici, nous sommes dans un processus où on met en place un package de résolution des choses, tentant que... L'imposture, c'est pas dire quelque chose et prendre des photos après qui contrastent avec ce qu'on a dit tantôt. Voilà. Donc, nous avons levé l'option ici que pas seulement l'arme, même si vous avez dit que c'est la musique sans instrument, etc. Encore, qui a dit ça? C'est Bismarck. Bismarck, encore qui n'a pas arrêté la science le jour où il est mort. Et donc, tout évolue en fonction des expériences cumulées que nous assistons pour dire qu'on peut négocier et on peut avoir des résultats. Et nous sommes... Non, donnez-moi un peu le temps. Allez-y. Ils se sont retrouvés, et vous savez, il faut être éduqué. Le fait qu'on discute avec vous, Peter, cela ne veut pas dire que je suis faible. Mais il faut aller en direction. Et moi, je connais les techniques de résolution pacifique des conflits. Il faut transformer l'ennemi en partenaire. Et il faut s'approcher davantage pour connaître l'ennemi, bien entendu, pour bien véritablement booster. Certainement, Albert a raison lorsqu'il dit... on est trop fragile aujourd'hui à cause du système de renseignement qui n'est pas assez performant. Et vous savez, Albert, combien vous aussi vous avez souffert dans ce combat, etc., pendant plusieurs années, à cause de l'état d'esprit du Congolais aujourd'hui. Ce sont les mêmes qui continuent. Mais les mêmes tares qui persistent aujourd'hui. Les mêmes tares persistent. C'est à nous tous de prendre conscience pour dire notre pays risque d'être bousillé. Nous faisons quoi? L'AMUCA, tous ses opposants, compagnie, etc. On propose quoi? Quel est notre pacte des républicains pour que nous puissions traverser cette zone de turbulence? Oui, inefficace, ok. Et nous faisons quoi? De la même manière que vous posez la question après. Mais vous lui dites, cet après-là, vous ne proposez rien. Et alors maintenant, entre-temps, si le pays disparaît, donc nous sommes tous victimes. Qu'est-ce qu'on devient? Donc, moi je pense que la situation d'aujourd'hui, sincèrement, certes, c'est une situation très complexe, c'est très compliqué, mais il faudrait que nous soyons en mesure d'éradiquer certaines émotions toxiques, de construire une intelligence collective et de se dire, l'avenir du Congo, quelqu'un d'autre peut devenir président demain, pourquoi pas? Et nous faisons quoi? Dès lors que la communauté internationale s'est érigée à pouvoir fragiliser le Congo. Et la fameuse communauté internationale, c'est une dénomination anonyme qui est là essentiellement pour fragiliser les États et construire leur idéal civilisationnel. Ça, c'est connu. Et le Congo n'a pas les moyens véritablement pour démolir cette communauté, cette fameuse communauté internationale. À nous tous, toute l'intelligentsia, de réfléchir comment nous pouvons construire l'autonomie qui passe par la production des richesses pour construire véritablement notre leadership, comme dirait notre ami. Mais là, il y a une sécheresse au niveau de nos savants, une sécheresse au niveau de nos opérateurs économiques, une sécheresse au niveau de la classe politique. Il n'y a pas un génie congolais pour... Il n'y en a pas pour nous dire, pour voyager dans les temps 50 ans, à 100 ans, nous faisons quoi et qu'est-ce que nous posons comme acte aujourd'hui. Et l'effort qui est fait aujourd'hui, c'est de pouvoir reconstruire cette dynamique. Et ça constitue un défi pour tout le monde. Pas dire qu'il n'y a que tel qui a telle responsabilité. Tous, nous sommes responsables et on ne refuse pas le génie de tout un chacun pour que ça soit pris en considération. Malheureusement, sur le marché, dans la rue, on ne trouve pas de propositions conséquentes. Donc, c'est pratiquement la même chose. D'accord. Albert Moleka. Oui, juste avant un mot sur Viguier Chimanga. Avant le dossier Viguier Chimanga, je voudrais apporter juste une contribution, une proposition. Après ce qu'a dit Norbert, que j'ai beaucoup apprécié, je recommanderais simplement à nos frères qui sont aujourd'hui autour du chef de l'État et au chef de l'État lui-même, souvenez-vous et puis cherchez à savoir pourquoi Étienne Tshisekedi, pour sauver le dialogue intercongolais de Sun City, a fait le déplacement jusque Kigali chez Paul Kagame. Quel résultat cela a-t-il eu par rapport au
par rapport à Sun City. Ça a sauvé Sun City. Et de là, je peux... Quand on a parlé de l'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue... Je peux vous dire que le président Paul Kagame a toujours eu un très grand respect pour Étienne Tshisekedi. Et c'est un respect qui a aussi, au début de ce mandat, vous avez vu les relations entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame étaient au beau fixe, en grande partie aussi parce qu'il y avait cette considération d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi n'était pas allé là seul. Il y avait Valentin Moubaké, il y avait Franck Diongo, sans compter Azarias, Oubero et compagnie. Valentin Moubaké et Franck Diongo sont vivants, sont ici à Kinshasa. Il ne faut pas considérer les gens comme des ennemis en tout. En tout. Donc c'est une contribution que je propose à nos amis. C'est toujours bien de prendre aussi conseil. Beaucoup de choses que le professeur Kalele dit, ce sont des richesses qu'il jette comme ça sur la table et que bon, les intelligents peuvent ramasser. J'en viens maintenant à mon jeune frère Vidier Chimanga. Franchement, Peter, je ne peux pas être objectif en parlant de Vidier. Parce que Vidier, c'est un garçon que j'aime beaucoup. C'est un frère à vous? C'est un jeune frère. Vous me l'avez présenté. Un ami intime de mon défunt vous êtes très mal placé pour parler du sujet. D'autant plus qu'il fut aussi le président de Motema Pembe, donc un de mes successeurs, le président de Motema Pembe. Ce sont des liens. Et puis même au niveau engagement, au niveau combat, souvenez-vous, le 20 mai 2016. Une marche au niveau de la gare. Au niveau de l'échangeur. À son initiative et son organisation politique DCU, une marche était organisée par des jeunes et nous sommes en 2016, mais c'était encore en solidarité avec nos frères du Nord Kivu qui étaient déjà assassinés et tués, martyrisés par les ADF Nalou. La marche a été réprimée et lui et moi on nous a amenés ici à Lipekine. Les jeunes qui étaient arrêtés, y compris mes deux fils, vous êtes sortis avec vos enfants. Dieu merci, ma fille, on l'a laissé partir. Mes deux fils étaient aussi au cachot à l'échangeur. Vidier et moi, nous étions à Lipekine et à 18h, 18h30, comme les gens n'arrivaient pas à toucher le général Kanyama à l'époque, et que le préposé à la garde des prisonniers devait rentrer chez lui, on nous a mis dans le cachot. Donc on a enlevé nos chaussures, nos ceintures, tout ça. On est entré au cachot. Moi, c'était intéressant. En tant qu'aumônier, c'est un cachot que je ne connaissais pas. Je connaissais d'autres cachots à Lipekine, mais ce cachot, je ne le connaissais pas. C'était aussi un moment où les prisonniers en fait priaient, donc on a prié ensemble. Et puis dès que le général Kanyama a pu être atteint, il a donné les instructions qu'on nous libère et qu'on aille à Limete, à l'échangeur, pour libérer les autres. Donc j'ai aussi un souvenir de quelqu'un qui sait se battre pour une cause. Mais c'est un jeune frère qui a aussi évolué dans d'autres sens, dans d'autres directions. Là, il nous a enseigné comment détourner l'argent avec des pourcentages. Bon, lorsque vous écoutez, vous suivez la fameuse vidéo. C'est tout un cours de détournement. Il n'y a pas encore, on ne parle pas vraiment de détournement. Hein, on ne parle pas vraiment de détournement. Dites-moi trafic d'influence, tout ça, mais je ne vois pas d'éléments de détournement dans... Le 20%... dans ces... Je suis Tshisekedi. Les 20%, c'est les rétrocommissions, c'est les COP. C'est les COP. Le terme utilisé, c'est les COP. D'accord. Mais une chose qui est vraie, ce que dit le professeur, c'est qu'il n'est pas seul.
Les lanceurs d'alerte, dont un des plus crédibles est notre compatriote Jean-Jacques Lumumba, dit que eux-mêmes, dans leurs enquêtes et dans leurs recherches, sont arrivés à la conclusion qu'il y a un modus operandi spécifique au niveau de la présidence de la République, et que, ça ce sont ses paroles, ce n'est le cas Vidier, ce n'est que une partie immergée de l'iceberg. Il y a plus et plus grave. Personnellement, moi j'estime que la diffusion de cette vidéo, ce n'est qu'un signal de la part de tous ces milieux, certains milieux d'investisseurs ou d'investisseurs potentiels. C'est un signal vis-à-vis de tous ceux avec qui ils ont eu affaire. C'est un signal que, écoutez, nous avons tout ça sur vous. On vous contrôle. Nous commençons par un, mais... La liste est longue. Oui. En interne, là-bas, on parle de 5. Quand je dis en interne, oui. Au niveau, on parle de 5 personnes. C'est terrible. En dehors de Vidier. Vidier que je visiterai bien sûr ce dimanche. D'accord, que vous allez visiter. Et les général Yav qui est là-bas. Hein. Oui, vous allez aussi visiter. Oui, c'est mon beau kilo. Allez, les téléspectateurs vont nous en vouloir si nous ne posons pas les jalons, parce qu'on est, on a pris du temps pour, comme le professeur Kalel l'a dit ici, pour le dossier du Conseil de sécurité. Ça en valait la peine parce qu'il y va aussi de la vie des Congolais qui sont du côté, j'allais dire dans l'Est, non, du côté de Nord Kivu et Sud Kivu. Posons quand même les jalons pour que nous puissions continuer la semaine prochaine. Agriculture. Est-ce que l'agriculture, avec l'agriculture, nous pouvons chasser la faim en République démocratique du Congo? Est-ce que l'agriculture peut être la solution au regard de des millions de terres arables que nous avons pour le problème du ventre du Congolais? Est-ce possible? 3 minutes à chacun, nous posons les jalons. Le vendredi prochain, pas de sujet d'actualité, essentiellement agriculture pour clôturer ce thème. Je dis non. Je répète, c'est encore idéologique. Je dis, quand vous regardez les secteurs, hein, l'agriculture, l'industriel et le secteur des services, on doit s'attaquer, on ne doit pas vouloir nourrir le Congolais. On doit laisser donner le moyen au Congolais de se nourrir s'il veut ou pas. Ça veut dire quoi? On doit s'attaquer dans le secteur qui est plus rémunérateur, hein, aux revenus. C'est ainsi que le Congolais peut décider ce qu'il veut manger ou pas. On n'a pas besoin de faire l'agriculture, on fait l'agriculture partout aux États-Unis. Ça vient après. Quand je dis ceci, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? Aux États-Unis, au début du XXe siècle, 1900, c'est presque 90% de la population qui était dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est moins de 7%. Mais ils produisent tellement. Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui, quelqu'un dit l'agriculture maraîchère, la route, ceci. Non, technologie. On doit faire la technologie. Notre économie doit être développée. C'est après, si les gens se décident de faire l'agriculture, oui, on peut la faire. Il y a des pays où, comme j'ai toujours comparé le Burundi et Singapour, presque même population. 90% du Burundi, hein, c'est dans l'agriculture, mais c'est un pays pauvre. Est-ce que c'est seulement le ventre qui compte? Singapour, moins de 1%, c'est un pays riche. Pourquoi? Ils se sont attaqués dans un secteur à revenus élevés. On ne doit pas parler du ventre du Congolais, on doit parler plutôt de la tête du Congolais. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Hein? Oui, mais... Pour que la tête réfléchisse, il faudrait que le ventre soit servi. Non, ça c'est encore qui a démontré tout ça. Je dis ceci, il ne faut pas s'attaquer à ça. C'est comme ça qu'on est en train de dire, comme les Quinois disent, toujours au rond-point. On tourne en rond. On tourne en rond parce que quelqu'un dit quelque chose et tout le monde dit, ouf, c'est la vérité. C'est la vérité. Non. D'autres méthodiques. René Descartes. Hein? Parlons de la tête du Congolais. C'est la tête du Congolais qui va nourrir le ventre. L'agriculture, ça ne sera pas la solution. À la RDC, et surtout, on ne doit pas dire nourrir le Congolais. On doit se dire pourquoi le Congolais est pauvre en RDC, c'est parce qu'il est dans un pays à revenus faibles. Qu'est-ce qu'il y a des industries? Le secteur plutôt à revenus élevés, c'est le service. On doit développer la tête du Congolais. On doit parler d'innovation. Si on peut utiliser l'innovation dans l'agriculture, pourquoi pas? Mais on peut l'utiliser dans tous les domaines et laisser aux Congolais de se nourrir, s'ils veulent ou pas. Professeur Kalele, 3 minutes.
Moi, je prends le problème de l'agriculture dans une analyse historique du concret de ce pays. Lorsque nous entrons dans la colonisation, il y a eu beaucoup de projets sur l'agriculture. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Je veux dire que à certaines périodes de notre histoire, on a réussi à nourrir le Congolais, à lutter contre la faim. Vous prenez le Katanga, le Haut-Katanga industriel, avec l'Union minière du Haut-Katanga, la CEPC, le CEPC plutôt, les paysanats au Kasaï. Il y a eu une politique agricole qui visait à nourrir les travailleurs de l'Union minière du Haut-Katanga. On les appelait les poules aux œufs d'or. Aux œufs d'or. Il fallait produire, les nourrir à bas prix pour qu'à leur tour, ils produisent dans l'industrie. L'Union minière et toutes les sociétés satellites. Il fallait étudier aussi comment faire venir la nourriture du Kasaï, du Rwanda et même du Malawi. Le problème, l'ouvrier du Katanga, du sud Katanga là-bas, à l'Union minière, était même surnourri avec les Kakontoué. Ce n'était pas produit au Congo, ça venait de la Zambie. On a trouvé des solutions pour cette affaire. Mais avant l'exploitation des mines, il y a eu une période où l'on a affamé de manière expresse les populations. Lorsque les gens devaient aller chercher du caoutchouc à l'équateur, en forêt, l'agriculture pour l'alimentation était sacrifiée à la production du caoutchouc. On a créé et entretenu la faim jusqu'à la famine. Même chose avec les cultures obligatoires. Au Kasaï, c'était le coton. Mais le calcul, quand vous prenez le tableau, même aujourd'hui, sur le 12 mois, il était dit que 9 mois devaient être consacrés à la production du coton. 3 mois seulement à la production de l'agriculture vivrière. Entre-temps, les activités comme la chasse, la pêche, etc. étaient sacrifiées. On peut continuer comme cela, mais le résumé c'est que à l'époque coloniale, suivant les besoins par période, on a favorisé l'agriculture pendant un temps dans toutes les régions et on a défavorisé l'agriculture de subsistance pendant un temps, sacrifié certaines régions au profit de certaines autres. Si c'est l'entreprise minière qui avait le plus besoin de nourrir
les Congolais, on disait, c'est comme ça qu'on a parlé des zones économiques. Quand on dit telle zone est agricole, ça ne signifie pas que si on plante le maïs au Katanga, il ne peut pas germer. Non. On a simplement dit, vous, le Katanga, vous produisez le cuivre. Vous, au Kasaï, vous produisez le manioc, le maïs, les bananes, l'huile de palme, pour permettre à l'entreprise de nourrir ses travailleurs. C'était donc une politique bien étudiée, bien planifiée, bien coordonnée pour résoudre les besoins de la population. Nous y reviendrons vendredi prochain. Merci beaucoup. Hein. Je voudrais quand même que tous ceux qui m'ont comprennent que l'Amérique n'est pas l'Afrique. Et certainement qu'il a passé pratiquement sa jeunesse aux États-Unis et il a tendance à croire que les États-Unis ont l'unité de mesure. Le modèle est référentiel. Attention, attention. Un arbre, fut-il un baobab, sans racine tombe. Chacun doit avoir sa fondation, chacun doit avoir son socle, son identité. Et partir de cette identité pour faire un greffon culturel. Vous ne pouvez pas renier votre culture et prendre la culture des autres. En 1980, il y a une thèse de doctorat qui a été soutenue par un Camerounais, j'ai perdu le nom, et la thèse s'intitulait « Si l'Afrique refusait son développement ». Pour la personne, c'est une femme, c'est une dame. Oui. Et le développement dont on parle aujourd'hui, c'est un développement qui a des références occidentales et qui nous est imposé en termes de stratégie en optant la méthode Rostov, qui passe par 4-5 étapes pour se dire développement. Donc, ils veulent que notre présent aujourd'hui devienne, nous puissions utiliser leur passé. C'est pas ça. Chacun doit avoir une culture, chacun doit avoir une identité et déterminer sa trajectoire jusqu'à prendre la tangente. C'était une précision que je voulais dire que vous ne pouvez pas parler de l'intelligence artificielle au niveau du village aujourd'hui. Et vous allez changer tous les villageois à capacité d'avoir cette intelligence artificielle pour produire des richesses au travers de la technologie. Ah non. Mais il faut y aller graduellement en tenant compte. Et chez nous, nous disons, un problème local, solution locale. D'accord. Ça s'appelle le développement approprié. Et l'agriculture, pour nous, c'est la base basique. Okay. Voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est faux? Il faut inscrire l'industrialisation? Non, il ne faut pas l'inscrire. Et c'est comme ça que l'État peut aider, même si je partage avec vous, il ne faut pas qu'il y ait un État providentiel. Mais il y a des opérateurs économiques qu'on appelle des exploitants agricoles, il y a des banques qui peuvent servir véritablement au travers le financement des exploitants agricoles, mais il y a aussi le budget lui-même. Il y a le foncier, l'espace foncier, il y a le centre de vulgarisation, il y a les centres même de recherche. Nous en avons, mais ce n'est plus opérationnel, Joe. Donc, nous avons pratiquement un certain nombre de politiques. Les routes de dessert agricole, c'est 88 000 km aujourd'hui. Il n'y a que 2 000 opérationnels. Vous voyez? Donc tout ça nécessite que l'on ait posé des actions et qui vont permettre à ce que l'agriculture puisse véritablement remonter et servir à quelque chose. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, lorsqu'on va réviser... comparer le Singapour et le Burundi, on voit que... Non, mais écoute, il ne faut pas comparer les incomparables. Singapour, c'est comme la commune de la Gombe. Le Burundi, c'est 28 000 km². Singapour, c'est 672 km². Et donc, en Singapour, c'est un petit endroit, mais effectivement, qui a réussi. La plupart, ce sont des Chinois, non? Ne vous en faites pas. Luc Niu, c'est un Chinois qui est venu s'installer et qui, visiblement, ont la même capacité compagnie, etc. Bon, on va parler de la prochaine fois. Vendredi. Je voulais simplement dire deux choses avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet la semaine prochaine. Tout d'abord, vous savez, le symbole de l'immuabilité de la promesse de Dieu, c'est la terre. Parce que la terre, vous ne pouvez pas la bouger. La terre, vous ne pouvez pas la bouger. Comme la promesse de Dieu, on ne peut pas la bouger. De deux, il est reporté que dans notre pays, l'agriculture emploie plus ou moins 70% de la population.
Bon, ce qui veut dire que... Bon, moi, Merci beaucoup, je vous ajoute, Albert. Actuellement, c'est 80%. Parce que même au niveau urbain, il y a des agriculteurs urbains. Voilà. Et mon frère, oui, il a été assez prudent de dire que ce ne sera pas la solution dans l'avenir, mais dans le présent, c'est une obligation. C'est une obligation d'encadrer cette agriculture, d'encadrer son développement, de sorte à l'amener à un stade d'industrialisation adapté pour être plus productive, être plus rentable, créer d'autres activités et d'autres emplois. Parce que sinon, si on tourne le dos à cette agriculture, embrasser un peu la technologie, vous savez, la technologie doit servir l'être humain. Et la technologie apparaît à un certain moment. C'est ainsi que on n'en finit jamais avec la technologie. Ça évolue toujours. C'est une évolution, mais elle part de quelque part. Vous savez, quand j'imagine l'être humain qui, pour la première fois, a trouvé la manière de fabriquer une houe, ben, c'est une grande avancée technologique à l'époque. Donc, allons-y étape par étape. Mais comme a dit, encore une fois Norbert, je vais clôturer là, mon jeune frère Skimoni. Non, parce que, tu vois, il est de Rutshuru, comme mon neveu dit. Ouais. Il est de Rutshuru. Salut-le de ma part. Voilà. Un être humain doit avoir une identité à défendre, une identité par laquelle on vit. J'ai vécu aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis. Et à cette époque-là, les Américains, ils respectaient beaucoup notre identité. Et ils nous copiaient. Et si tu vois les films de l'époque, les Noirs américains, la coiffure afro, c'est pas venu des États-Unis. La manière de s'habiller, tout ça, ils nous copiaient. L'identité, un homme sans identité, ça... Il y aura un débat sur l'identité apparemment, voilà. que je programmerai sur l'identité et la nationalité si vous voulez. Vendredi, c'est quand? C'est dans 2 jours ou dans une semaine? Vendredi. Qu'on repousse, qu'est-ce qu'on peut faire vendredi prochain, demain? On peut changer le calendrier. La technologie. Parce que vendredi, c'est trop loin. Ça va nous donner des angoisses pendant une semaine. Il y a beaucoup à dire. Je voudrais simplement dire que pour le débat prochain sur l'agriculture, Oui. essayons de systématiser ça. D'accord. Hein? Parce que la politique d'une nation peut créer l'abondance, résoudre le problème du manger, qui est un problème primaire. On peut aussi appliquer une politique pour créer la faim, afin d'obliger certaines populations de certaines régions à se déplacer. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. C'est pas le cas de finir. C'est fait à dessein. D'accord. Lorsque on demande le sud du Katanga est peu peuplé quand le colonisateur arrive, il fallait avoir des ouvriers qui venaient d'autres régions, du Kasaï, du Burundi, du Malawi. Pour cette raison-là, on a appliqué une politique d'affamer une partie du Kasaï pour obliger les gens à quitter le Kasaï pour le Katanga. Il y a beaucoup à dire, fidèles téléspectateurs. Regardez, comme le podcast équipement de Dog, il y a tellement beaucoup à dire. Le vendredi prochain, je vous informe déjà qu'il n'y aura aucun sujet d'actualité.
ce sera uniquement concentré sur le dossier de l'agriculture. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée. N'oubliez pas que la volonté de progresser doit correspondre à la volonté de travailler. Vous voulez gagner votre vie, vous voulez vous en sortir, travaillez. Travaillez encore, travaillez toujours. Le travail doit être la meilleure distraction. On ne peut pas faire la même chose de la même manière et s'attendre à des résultats différents. Dors pas, réveille-toi. Moi, je viens de travailler. Les professeurs viennent d'étoffer leur argumentation. Faites votre part. C'est ainsi que le Congo gagnera. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci beaucoup. On se salue.